RMC, le week-end des experts, 7h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. 9h15, c'est RMC. Bon dimanche et bienvenue à vous qui venez peut-être de nous rejoindre. Vous le savez, l'automobile, c'est tous les dimanches de 7h à 10h en direct avec Jean-Luc Moreau à mes côtés. Puis on salue tous ceux qui nous écoutent en replay, comme on dit, en podcast. On sait que vous êtes très nombreux aussi à nous retrouver tout au long de la semaine. Jean-Luc Moreau. Oui, pour cette dernière heure, attention. Chargé. Eh oui, le salon de Tokyo. Une fenêtre sur le futur, c'est un salon qui a ouvert ses portes là. Eh bien, on verra que les tendances sont quand même assez impressionnantes. Elles sont électriques, hybrides, hydrogène. Voilà. Oui, mais plus essence, pratiquement. Pratiquement plus. On fera un petit bout d'essai aussi de la nouvelle Nissan Leaf. En attendant, ouais. Attendez, et puis juste une chose, on s'intéressera au prix de l'innovation 01net. Vous savez, le prix de la voiture connectée 01net, on vous en parle de ces dernières semaines. Il y a 3 prix qui ont été décernés cette semaine. Les gagnants. Eh oui, puisqu'on a parlé des lauréats, on a parlé plutôt des nominés, on va parler des lauréats aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Mais pour débuter, vous vouliez passer un petit appel personnel. Exactement, on a eu un petit message tout à l'heure sur Direct Studio de Thierry qui dit messieurs, grâce à votre journal de 9h, nous venons d'apprendre que 30 000 morts sont dus à des AVC. Sachez que les unités du SAMU et de pompiers et plus généralement les secours d'urgence se plaignent d'une trop grande perte de temps lors des interventions à cause des ralentisseurs illégaux qu'il y a partout sur les routes de France. Ouais. Quand on sait que quelques secondes de retard suffisent à ne pas récupérer quelqu'un, on peut se poser des questions. Vous devriez en parler. On en parle. Et on va en parler d'autant plus que moi aussi les ralentisseurs, je trouve que c'est un scandale que personne ne dénonce. Nous, on nous oblige à respecter la loi. On nous verbalise à tour de bras, les municipalités, les maires ne respectent pas la loi, il ne se passe rien, donc je voudrais qu'on lance une grande consultation nationale. Bien. Les ralentisseurs. Un ralentisseur est normé normalement. On peut pas mettre n'importe où un ralentisseur, on peut pas faire n'importe quoi en matière de ralentisseur. Qui décide de mettre des ralentisseurs ? La plupart du temps sont les élus locaux, donc sont les maires dans les communes pour faire ralentir les voitures, sauf que il y a une norme, on peut pas faire un ralentisseur trop haut, on peut pas faire un ralentisseur trop raide. Toutes les études qui ont été faites aujourd'hui prouvent que 60% des ralentisseurs sont illégaux. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Que fait le gouvernement pour ça ? Comment on fait progresser ces choses-là ? Puisque ça ne bouge pas, RMC, on va faire bouger les choses. Et alors, le témoignage de notre auditeur tout à l'heure expliquait que, effectivement, donc même les véhicules de secours subissent les ralentisseurs. Exactement, voilà. Et on perd du temps. On perd du temps. Et puis, en matière de sécurité, ça peut provoquer des accidents également. On en parlera avec Rémi Jossaume, qui plaide en ce moment une affaire. Il y a eu un décès à cause d'un ralentisseur, un motard qui a perdu le contrôle de sa moto parce que le ralentisseur était trop haut et pourtant il ne roulait pas trop vite. D'accord. Voilà. C'est vrai que les motards en général arrivent à contourner les ralentisseurs. Il y a des voitures, vous savez qu'il y a des voitures, on ne peut pas passer certains ralentisseurs. Il faut prendre un autre itinéraire. C'est quand même hallucinant. Ouais. C'est quand même hallucinant. Donc qu'est-ce qu'on fait là, Jean-Luc ? On va demander. Je vous sens remonter comme une pendule. Exactement. On va demander aux gens qui ont des ralentisseurs illégaux dans leur commune de nous envoyer des mails, des messages pour qu'on arrive à recenser toutes les communes où il y a des ralentisseurs illégaux, c'est-à-dire pratiquement toutes les communes, quoi. 36 000 communes de France. Je suis sûr qu'il y a au moins un ralentisseur dans chaque commune qui n'est pas légal. Ralentisseur FM, on va s'appeler. Non, accélérateur FM. Accélérateur Non, FM. on va essayer. D'ailleurs, on mettra l'Automobile Club Association dans la boucle. On va essayer de faire une grande campagne nationale. Il faut que le gouvernement réagisse à ça, qu'on fasse respecter la loi. Pourquoi nous on nous demande de la respecter et que les élus ne la respectent pas ? Jean-Luc, c'est tout. Calmez-vous s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut apporter une petite verveine ou une camomille pour Jean-Luc ? Et je ne sais pas si on va arriver jusqu'à 10h. Non, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui disent que j'ai raison, bien évidemment. Bien sûr. Vous voulez réagir sur les ralentisseurs, je vous rappelle que vous avez 3 moyens pour ça. Le 32-16, le mail, plutôt privilégiez le mail parce que vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez nous dire et vous exprimer tranquillement. auto@rmc.fr ou via Direct Studio, via l'appli RMC. Là encore, vous pouvez nous laisser votre message avec toujours votre numéro de téléphone. Jean-Luc, on va découvrir maintenant la start-up Autorigine. Exactement. Par exemple, je veux acheter une Fuego. Je veux acheter une super Fuego diesel. Vous savez quoi, ça me fait d'occasion. Voilà. Je m'adresse à quelqu'un pourtant que je connais. Vous êtes vraiment malade aujourd'hui. Voilà, qui me dit, elle n'a que 15 000 kilomètres. C'est une première main. Elle vient d'Allemagne. C'est une superbe voiture. Et puis en fait, je me fais arnaquer simplement parce que aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'était pas possible de connaître l'historique d'un véhicule d'occasion qu'on achetait. Et bien, ça y est, le mal est réparé en partie, pas en totalité, mais on va voir comment on peut améliorer les choses par
Auto-Origine. Alors tout est dans le nom, hein. Auto-Origine qui vous permettra de connaître. Auto-Origine, si je puis me permettre. Qu'est-ce qu'on dit? On va voir. Autant, On va poser la question à la personne qui l'a inventé. Solal, qui est le fondateur de la start-up Bonjour, Auto-Origine. Fabien. Alors on dit Bonjour. Auto-Origine ou Auto-Origine? C'est Auto-Origine, mais effectivement, le jeu de mots avec Auto-Origine voilà, marche très c'est bien. ça. Donc, Alors, tout va bien. qu'est-ce que vous nous proposez? De Ah oui, connaître ça sert à quoi? l'historique, voilà, connaître l'historique d'un véhicule Concrètement, d'occasion qu'on va acheter. C'est ça. Vous parliez d'arnaque. Aujourd'hui, je suppose, vous savez combien il y a de transactions qui sont estimées frauduleuses sur les véhicules d'occasion? Alors, il y a 6 millions de ventes à peu près de véhicules d'occasion par an. Donc, Si on 6 compte les deux millions. roues, les voitures, c'est à peu près 6 millions. C'est ça, ouais. Exactement. Alors, Alors, combien il y a de Je sais 10%? pas, je dirais 10%. 10%? Alors, il y a une étude de DGCCRF en Ah oui, 2015 donc sérieux? Ouais. qui a estimé ce taux à 47%. 47%. Hallucinant. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une étude C'est-à-dire qu'il y a, plutôt sérieuse. sur 600 000 transactions, il y en a pratiquement 300 000 qui, où il y a, Non, il y a- 6 millions. Sur 6 millions Sur de 6 millions, transactions. il y en a 3 pratiquement 3 millions où il y a un problème. Chaque année, il y a 3 millions de transactions où l'acheteur n'a pas toutes les informations ou a des D'accord. informations erronées. Eh bien, Dans le genre, le nombre de propriétaires, alors le kilométrage, l'arnaque au kilométrage, on sait que ça devient de plus en plus fréquent parce que il est plus facile avec les compteurs numériques aujourd'hui d'arriver à diminuer le kilométrage que c'était le cas avec les compteurs analogiques à l'époque. C'est un paradoxe, mais malheureusement c'est vrai. C'est quoi les arnaques les plus fréquentes en fait à l'achat d'une voiture d'occasion? Alors aujourd'hui, les arnaques les plus fréquentes, effectivement, c'est le nombre de propriétaires. C'est est-ce que le véhicule, par qui a été utilisé précédemment? Ensuite, C'est sûr que si on achète un taxi et que le gars nous dit il a que 30 000 kilomètres, on peut avoir des doutes. Voilà, exactement. Ça permet de vérifier le kilométrage. Et on donne certains poids de vérification du kilométrage. Si effectivement le véhicule a été un taxi et qu'il a une moyenne annuelle de 10 000 kilomètres, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. c'est clair. Alors, Évidemment. comment vous arrivez à réunir ces informations pour avoir l'historique d'un véhicule? D'abord, est-ce que ça marche avec tous les véhicules? Et puis, de quelles informations vous disposez pour faire cet historique? Alors aujourd'hui, on agrège différentes bases. Donc des bases de professionnels, des bases qu'on retrouve, certains qu'on achète. On travaille notamment avec des partenaires comme 3A Data. Alors, c'est quoi 3A Data? C'est la plus grande base automobile française, voire européenne, qui recense justement toutes les cartes grises et qui fait des statistiques et du marketing là-dessus sur les véhicules, enfin sur les D'accord. propriétaires. Donc, vous et avez les cette véhicules. masse de données, ce qu'on va appeler du big data, c'est ça? Exactement. On travaille du big data, on peut en faire un peu du smart data pour donner des informations aux acheteurs ou aux vendeurs de véhicules pour mieux les vendre ou mieux acheter leurs différentes véhicules. Et comme vous avez dit, aujourd'hui, on a 47 millions de véhicules dans nos bases, donc l'ensemble des voitures, des motos, des utilitaires, des camions, tout ce qui est véhicule à moteur immatriculé. D'accord. Alors, on va reprendre l'exemple de la Fuego. Moi, je Ouais. vais acheter la Fuego de François. J'ai pas confiance parce que je connais François. Comment Pourtant, je fais? Je je m'inscris. respire le sérieux. Oui. Mais c'est Vraiment. ça, c'est là que les arnaqueurs les plus dangereux, c'est ceux à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Vous êtes d'accord avec moi? Non, ce qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est que la Fuego ne roule pas. Voilà, Voilà, c'est vrai c'est que ça. ça peut Alors- être un peu stressant. Alors comment je fais? Je m'inscris sur le site. Alors, on paye quelque chose, j'imagine déjà pour accéder à ça, à cette. C'est très simple, il suffit effectivement d'une connexion et de la plaque d'immatriculation. Donc on tape la plaque d'immatriculation sur le site, D'accord. sur www.autorigine.com. Ouais. On vous donne quelques informations pour vérifier qu'on a bien un véhicule qui correspond. Parce que D'accord. souvent, les Ouais. gens peuvent se tromper dans la plaque d'immatriculation qu'ils tapent. Donc une fois Si vous me dites c'est une Renault 5 au lieu de la Fuego, là j'arrête tout de suite Là, vous et je pouvez redemande arrêter. à François si c'est bien la bonne plaque. voilà, c'est un autre élément de vérification. Du coup, vous voyez que c'est bien une Fuego, l'année de. Donc vous me l'année, donnez la couleur. quelques petites informations pour me mettre l'eau à la bouche, c'est ça? Exactement. Et ensuite, pour vous consulter le rapport et pour voir son historique, donc son nombre de propriétaires, vérifier que François habitait bien en France et n'a pas importé son véhicule, qu'il n'a pas été un taxi. Vous n'avez pas été un taxi? Non. Non. Non, ça non, va. non. Voilà, qu'il n'a pas été un loueur Taxidermiste aussi. taxidermiste. Ouais. Merci. Excusez-moi, Ouais, Fabien, ouais. je ne maîtrise pas, donc continuez. Faites comme si vous ne l'entendez pas. Un loueur courte durée, une auto-école. Oui. Qui Ouais, auto-école, il y est même pas allé, alors je vois pas comment il pourrait être auto-école. Et Non, mais- d'ailleurs, je dis auto-école, mais école même tout court. Oui, c'est ça. Allez-y, rajoutez, ça me fait plaisir. C'est pour moi, hein, je vous offre tout ça. On met ça aujourd'hui. sur ma note, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, alors donc on vérifie tous ces points-là. Donc je paye pour avoir la totalité des informations. Combien Pour- ça coûte? pour avoir la totalité des informations, vous payez 6,90 €. Ouais, ça va.
Ça va, quand vous achetez en moyenne des véhicules à 10, 15 000 euros, même entre 8 et 10 000 euros. C'est jouable. Ça reste correct pour avoir, de façon exhaustive et de façon un peu certaine, l'historique des propriétés dans un premier temps. Et ensuite, effectivement, on a enrichi le rapport et on continue d'enrichir quotidiennement pour fournir d'autres informations qui vont arriver courant 2018. Alors vous allez justement en 2018 avoir, parce que on sait qu'il y a un organisme central en France qui a une base de données assez fiable sur certaines caractéristiques du véhicule, en particulier le kilométrage. Ça s'appelle l'OTC, ça dépend de l'UTAX. C'est-à-dire à chaque fois que vous faites un contrôle technique, il y a un rapport qui est envoyé à l'OTC. Et si par exemple la Fuego, vous me la vendez à 30 000 km, mais que le contrôle technique, il y a 6 ans plutôt, était à 150 000 km, je peux me douter qu'il y a un léger problème. Vous allez avoir cette base-là aussi bientôt ? Alors, on est en discussion avec différents professionnels de l'automobile, de OTC, des constructeurs, des réparateurs, des garages, des indépendants, pour effectivement enrichir notre base et pour avoir des points de vérification supplémentaires sur le kilométrage. D'accord. Merci beaucoup Fabien. Merci Fabien. Et bon vent à Autorigine. Donc Autorigine. 9h26. On revient dans un instant Jean-Luc avec le salon de Tokyo et vos appels au 32-16. À tout de suite. RMC, le week-end des experts, 7h-10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. 9h31, le retour du week-end des experts, l'automobile Jean-Luc Moreau. Si pronto. Jean-Luc, c'est ça qui est magique à la radio, c'est que d'un coup de baguette magique, hop là, direction Tokyo, le salon de Tokyo qui se déroule actuellement, grand salon dédié à l'automobile, qui cette année est un peu particulier parce que il annonce en fait, comment dirais-je, des tendances qui sont assez radicales. Oui, l'électrique, l'hybride. Alors, quand je dis l'électrique, ça peut être l'électrique à batterie ou l'électrique avec pile à combustible, donc avec de l'hydrogène. Et surtout, Tokyo prépare, c'est ce que va nous dire Didier Laurent, journaliste automobile Didier célèbre, Laurent, qui est bien avec sûr. nous. Bonjour Didier. Ouais, bonjour Jean-Luc, bonjour François. Le roi des sushis. Et Tokyo préfigure, alors, les Jeux Olympiques qui seront une petite révolution en matière de mobilité. Ce qui se passe, c'est que les Jeux Olympiques qui vont se dérouler en 2020 à Tokyo, et dont Toyota est l'un des sponsors principaux, vont marquer le départ, si vous voulez, d'une nouvelle ère. Toyota a décidé d'utiliser évidemment l'effet médiatique et l'impact médiatique énorme des JO pour communiquer sur l'hydrogène, et donc d'une part augmenter la capacité de ces productions, de ces usines, et puis surtout présenter des nouveaux modèles. Aujourd'hui, on connaît la Mirai, mais il y en aura d'autres. Et puis sur le stand au salon de Tokyo, il y avait non seulement des voitures, mais aussi un bus. Donc un tout nouveau bus qui est fait par Toyota. Ils vont en construire 100 exemplaires pour les JO. Et ils utiliseront ces bus pour emmener les athlètes, mais aussi les spectateurs. Et surtout, ces bus-là suivront les JO, comme ils sont partenaires. Ouais, ils seront à Paris en 2024. On aura des bus, on aura aussi des voitures. Donc Toyota, après avoir investi lourdement dans l'hybride, il y a maintenant 20 ans, c'était en 97 la sortie de la première Prius, veut un petit peu refaire le coup d'être le leader d'une nouvelle technologie, en tout cas d'un nouveau carburant qu'on pourrait utiliser pour l'automobile, et veulent investir lourdement dans l'hydrogène et en délaissant, il faut bien le dire, la voiture électrique à batterie. Alors c'est un débat, à mon avis... c'est assez étonnant quand même, parce que d'un côté, les progrès des batteries sont assez spectaculaires, et de l'autre, l'hydrogène, on sait que pour le produire, aujourd'hui, les solutions environnementales sont pas forcément très bonnes, quoi. C'est-à-dire, on peut le produire avec du renouvelable, mais ça coûte très cher, et on le produit surtout avec du gaz, et là, en rendement énergétique, c'est pas très bon. Alors, vous avez raison. On a aussi un problème du côté de l'électricité. Si on va aller par là, il y a une vraie bagarre entre l'électricité produite par des centrales qui peuvent être à charbon et qui ne sont pas tellement efficientes pour l'environnement si on veut les utiliser pour les voitures. Et il y a des problématiques, évidemment, qui concernent l'hydrogène, des problématiques qu'il va falloir régler. On ne sait pas encore comment, et surtout, on ne sait pas qui va payer, parce que autant Toyota a eu les moyens de développer tout seul l'hybride, on va dire, et d'investir lourdement avant d'en récolter les lauriers, autant pour l'hydrogène, le problème se pose un peu autrement, parce que non seulement on a la problématique de la production des voitures, mais aussi on a la problématique du carburant qu'il va falloir produire. Et surtout distribuer, parce que une pompe d'hydrogène, ça coûte 1 million d'euros quand même, donc c'est beaucoup plus cher qu'une pompe de carburant classique. Hein. Alors ça, c'est pareil, ça va baisser, mais il y a deux choses. Il y a la volonté politique d'un côté, la volonté industrielle d'un autre, et il faudra que tout le monde se mette d'accord. Est-ce que si
si on va vers l'hydrogène, on y va vraiment. Et parce que si on commence à faire des concours entre hydrogène et électricité, et après vont se ça va être le coup du VHS et du S2000 et puis du Betamax. Voilà. Là. Oui, mais à une échelle autre, puisque là, il s'agit de déplacer, il s'agit d'une question de mobilité pour l'ensemble des citoyens de la planète. C'est quand même pas pareil. Ouais, c'est sûr. Alors, bon, il y a Toyota donc qui choisit la voie de l'hydrogène, mais il y en a d'autres qui privilégient la voie de la batterie pour les voitures électriques. On a compris, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, ça y est, c'est clair dans l'esprit de tout le monde. L'avenir sera électrique. Maintenant, à quelle échéance? Eh ben, ça dépend aussi un peu des politiques. C'est plutôt en train de s'accélérer, mais c'est sûr qu'à la fin de ce siècle-là, la grande majorité des véhicules sera électrique, et il y a des constructeurs qui ont choisi la voie de la batterie. C'est le cas de Nissan qui a déjà présenté sa Leaf de 2e génération, mais surtout certains journalistes ont eu l'occasion de l'essayer. C'est le cas de Stanislas Laroumé qui est avec nous. Bonjour Stanislas. Bonjour Stanislas. Alors vous avez roulé avec cette Leaf 2 dans les rues de Tokyo, c'est ça? Dans les rues de Yokohama. Dans les rues de Yokohama, pardon. Attention, pas la même chose. Ah non, au pied du siège de Nissan, d'ailleurs. D'accord. Ah. Et alors, première impression. Alors, François avait une question. Il me demandait est-ce qu'elle est aussi moche qu'avant? Ben ça, tous les goûts sont dans la nature. Donc non, mais je disais pas ça. C'est vrai qu'elle a un look qui est pas hyper attrayant, quoi. Enfin, en tout cas, le premier modèle. Voilà. Non, elle est un peu plus dessinée. Moi, je trouve que l'arrière ressemble un peu à une Honda Civic, mais on dirait pas vraiment une Nissan. Elle est plus banale, on est d'accord, la nouvelle génération. Elle est un peu plus banale, mais en revanche, elle progresse quand même sur pas mal de points, notamment ce qui intéresse le plus les gens, c'est l'autonomie et sa batterie, puisque vous le savez encore mieux que moi, Jean-Luc, vous qui êtes un grand spécialiste de la voiture propre, c'est que sa batterie développe désormais 40 kWh, au lieu de 30 kWh. En fait. Voilà. Et donc, Nissan annonce une autonomie en cycle NEDC de 378 km. Alors évidemment, comme vous le savez aussi, les cycles d'homologation sont très favorables, mais on peut tabler, à mon avis, sur 250 km effectifs réels au volant d'une Leaf. C'est moins que la Zoé quand même, hein? Oui, c'est un petit peu moins que la Zoé, mais elle est un peu plus puissante, un peu plus grosse et un peu plus lourde aussi. Ah oui. Vous avez fait combien de kilomètres, vous On a fait une trentaine, on a fait 30 chacun, donc 30 en conduisant et 30 en passager. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est évidemment l'excellent confort, c'est le grand point fort de la Leaf, déjà la première génération, pardon. Et la deuxième est encore plus confortable, elle est un tout petit peu plus grande, elle a un plus grand coffre, et surtout elle a 2 technologies intéressantes. La première, c'est la e-pédale. Alors ça, c'est assez marrant au début. Alors c'est quoi la e-pédale? La e-pédale. Parce que quand vous me dites ah oui, je vois François qui me fait signe e-pédale, ça veut dire qu'on pédale dedans, c'est ça? Oui. Non, la e-pédale, c'est électronique pédale, donc ça permet, une fois que la fonction est engagée, de ne plus toucher au frein. C'est-à-dire que la voiture va s'arrêter toute seule à partir du moment où vous levez le pied de l'accélérateur. Stanislas, si j'ai bien compris, on pourrait conduire qu'avec une seule pédale, la pédale de l'accélérateur. C'est tout. Ah, mais c'est pas on pourrait, c'est on peut. On conduit jusqu'à, ça va à basse vitesse, ça marche très bien à basse vitesse jusqu'à 80 km/h à peu près. Oui. Dès qu'on relève le pied de l'accélérateur, il y a un énorme frein moteur qui entre en jeu avec le moteur électrique. Et en plus, pour la première fois, ça actionne aussi le système de freinage, c'est-à-dire que le système mécanique, c'est-à-dire vous allez jusqu'à l'arrêt complet. Complètement, c'est ça. Alors c'est un peu déroutant au début parce que dès qu'on lève la pédale, la voiture ralentit vraiment très fort, donc évidemment ça allume les feux stop, mais c'est assez reposant. Alors après c'est un petit peu un gadget parce que franchement sur une boîte automatique, évidemment c'est une boîte automatique, changer de déplacer son pied vers la gauche pour freiner, c'est pas non plus très fatigant. Ouais, c'est pas un effort. Ça apporte un certain confort et c'est pas mal du tout quand même. D'accord. Et la deuxième innovation, c'est quoi? C'est le ProPilot qui existe déjà sur le modèle spatial qui est vendu au Japon. C'est tout simplement la voiture un peu autonome, mais vous le savez aussi comme moi, c'est que ces systèmes ont des limites et que là, il va très bien gérer la distance avec le véhicule qui précède. Et en revanche, on l'a essayé sur autoroute japonaise où c'est limité à 80. Et c'est vrai que dès que la courbe se resserre un petit peu trop, et la voiture ne suit pas forcément la courbe. Ouais. Donc il faut quand même toujours avoir les mains sur le volant. De toute façon, le système, au bout de 10 secondes, que sans action, sans les mains sur le volant, se déconnecte de lui-même. Vous dire reprenez le contrôle du véhicule. Mais ça c'est toutes les voitures autonomes, enfin autonomes entre guillemets. À l'heure actuelle, on l'a essayé d'ailleurs vous aussi Jean-Luc, chez BMW, Mercedes ou Tesla ou n'importe qui, c'est encore
pas totalement autonome. Ouais, La législation sûr. ne le permet pas de toute façon. Donc. Oui, à part l'Audi A3 qui, dans certaines conditions, propose la conduite totalement autonome, c'est vrai qu'on n'y est pas tout à fait encore. Stanislas, on a une idée du prix de cette nouvelle Leaf? Je sors une petite fiche. La voiture sera commercialisée en février en Europe. Pour l'instant, dans une version très haut de gamme 2.0, que vous pouvez d'ores et déjà commander et qui est facturée 36 900 €. Avec la batterie? Avec la batterie. D'accord. Hors bonus. Oui. D'accord. D'accord. Et donc le prix ensuite après ce modèle, le lancement un peu prestigieux, on va dire, j'imagine, sera un peu plus bas. On peut tabler sur 34 000, 33 000? Oui, je pense un peu comme l'actuel. Donc c'est ça. Donc en dessous de 30 000 € avec le bonus. Donc pas beaucoup plus cher que la version actuelle, tout en étant plus aboutie. Elle progresse nettement, même en termes d'équipement, en termes de volume de coffre. Le confort, c'est bluffant parce que c'est quand même le gros avantage de la Leaf. Et puis l'autonomie, alors évidemment, on n'a pas pu vraiment la tester nous parce que comme je vous l'ai dit, on a fait 60 km. Mais dès qu'elle arrive en Europe, on n'hésitera pas d'aller jusqu'au bout de la batterie, comme nous l'avons fait, Jean-Luc, je vous rappelle. Oui, on était resté en panne avec la Leaf d'ailleurs. Ah, il vous a fait vous aussi le coup de la panne, Stanislas. Oui, mais Jean-Luc fait tout le temps le coup de la panne. Oui, c'est ça. Je sais bien, c'est pour ça que j'évite de monter en voiture avec lui. Merci Stanislas. Merci Stanislas. Merci beaucoup. Voilà, et puis nous tarde de l'avoir, que vous l'ayez vraiment en main, cette Leaf, et que oui, elle va pas tarder à arriver. Qu'on puisse avoir votre avis. Jean-Luc, on va revenir dans un instant. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah bah écoutez, il nous reste plein de trucs. Il nous reste le prix de la voiture connectée, le prix de la voiture connectée 01 net, et puis ensuite l'actu et on va parler de la nouvelle saison de Top Gear France qui démarre cette semaine. Et on va aller, vous savez, on était au Japon et vous savez, on va partir en Afrique du Sud là. Alors on vous fait voyager ce matin. Eh bien, j'espère que vous avez votre passeport sur vous. Oui, j'ai mon passeport, oui. 9h42, c'est RMC. C'est le week-end des experts et l'auto. À tout de suite. Jean-Luc Moreau, attention. La question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question de François, que voici, que voilà. Tiens, François, c'est un joli prénom. Attention, je tiens quand même à expliquer à tous mes proches que cette question n'a rien à voir avec le François qui est en train de parler. Oui. Combien de points peut-on perdre en une seule fois si on a commis plusieurs infractions? À votre avis? Alors, vous savez quoi, pour tout vous dire, vous avez triché. Tout à l'heure, je vous ai dit, Jean-Luc, je sais, c'est 6 points. Non. Vous avez rigolé. Je suis allé voir sur Internet et là, j'ai vu que c'était 8 points. Et c'est vrai, quand on l'a vécu, l'expérience permet de mieux se souvenir. Vous vous rappelez maintenant, depuis que vous avez non respecté le feu rouge en état d'alcoolémie, vous vous rappelez que on peut perdre au maximum, en fait, 2/3 du nombre de points du permis. Ah oui. Donc 2/3 de 12, ça fait... ça fait 8. Ça fait 8, exactement. Voilà. Donc vous pouvez perdre 8 points au maximum si vous cumulez plusieurs infractions. Ça veut dire quoi? Vous avez grillé le feu rouge parce que vous l'avez pas vu, vous étiez au téléphone. Et en plus, on vous arrête, vous soufflez dans le ballon et c'est pas bon. Hein. Donc là, ça fait quand même 3 infractions normalement qui devraient vous coûter. Alors téléphone, 3 non-respect du feu rouge, 4 alcoolémie, 6. 6 et 4, 10, 13. Et l'État vous fait une réduction de 13, je vous le fais à 8. Donc c'est plus intéressant. C'est pour moi. Ouais, ça me fait plaisir. C'est plus intéressant que de se faire d'abord gauler au téléphone, arrêter, un petit peu plus loin de griller le feu et un peu plus loin d'être arrêté en état d'ébriété. Donc ça fait beaucoup. Vous pouvez pas perdre plus de 8 points en une seule fois. Cela dit, ça doit être relativement peu fréquent de cumuler à ce point-là les infractions qui font perdre des points. Mais si, typiquement, là je disais le feu rouge parce que vous êtes au téléphone. Mais oui. Alors, vous me direz, vous perdez 4, 5, 6, 7, donc vous êtes même pas au maximum. C'est ça. 32-16 pour toutes vos questions, on vous attend. RMC jusqu'à 10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. 10h moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts d'automobile. Merci d'être là et bon dimanche à vous toutes et à vous tous. On prend vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous. Je prends beaucoup de plaisir à être avec vous chaque samedi et dimanche moi aussi, entre attendez. 6h et 10h. Non, mais c'est vrai que, évidemment, vous êtes là le dimanche, mais nous avons aussi le jardin, la maison, la santé, le numérique aussi le samedi. Et vous le savez, Jean-Luc, parce que vous êtes un fidèle auditeur.
Jean-Luc. Exactement. D'ailleurs, je voulais vous dire pour l'obsolescence programmée, comment faire durer ses batteries, parce qu'on peut soi-même lutter contre l'obsolescence. Oui. Votre batterie de téléphone, faut jamais la charger complètement et jamais attendre qu'elle soit complètement déchargée pour la recharger. Il vaut mieux faire des petites charges. Hier. Ah bah oui, il vaut mieux faire des petites charges. Parce que c'est la même techno en fait que vous avez sur les voitures. Donc sur les voitures, c'est la même chose. On en parlait hier avec Raphaël Grabli. Des petites charges fréquentes plutôt que des grandes charges longues. Jean-Luc, le prix de la voiture connectée 01net avec RMC, on en parle depuis plusieurs semaines. Eh bien, oui, on vous a parlé des catégories, luxe, le prix de la voiture connectée, le prix coup de cœur. Eh bien, ça y est, on connaît les 3 gagnants parce qu'il y a 3 prix. Le prix de la voiture connectée, vous disiez le luxe et le coup de cœur. Et on va les découvrir maintenant, ces gagnants, avec vous, Jean-Luc, mais aussi avec David Noguera, qui est journaliste à 01net.com. Salut David. Bonjour, salut, bonjour tout le monde. Bonjour David. On commence par quoi ? On commence par le luxe ? Allez, le luxe. Allez, luxe. Soyons fous. Alors luxe, bon, on s'en doutait. Ça vous va tellement bien, David. Ah oui, le luxe, ça me va bien, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on avait dans nos 3 finalistes Audi A8, Mercedes Classe S et Porsche Cayenne. Et là, roulement de tambour, puisqu'on a délibéré maintenant. Et la gagnante est l'Audi A8. L'Audi A8, parce que c'est la seule qui propose vraiment de la délégation de conduite de niveau 3. Donc c'est ça. La conduite totalement autonome, bon, dans certaines conditions et pour l'instant nulle part, puisqu'il faut que la législation soit adaptée, mais la voiture est capable de le faire. Voilà, donc grâce à effectivement cet équipement un peu spécial qui est le lidar et puis plein d'autres équipements. Ouais, il y a pas que ça. Il y a des capteurs tout le tour. Il y a un radar longue portée, radar courte portée. Exactement, c'est un attirail de technologie. Quand on voit le prix, on se dit que c'est tout à fait normal qu'il y ait autant de capteurs, non ? Ah bah non seulement effectivement il y a ce prix d'entrée qui va être assez élevé aux alentours des 90 000 euros et puis en plus il va falloir encore faire chauffer un petit peu plus la carte bleue pour rajouter les options. Donc ça va pas falloir l'oublier. Donc alors ça c'était le luxe. Alors il y a plus accessible le coup de cœur et on en a parlé tout à l'heure parce que bon on va le dire. Alors, il y avait quoi déjà dans les finalistes ? Alors dans les coups de cœur il y avait Volkswagen. Là on est sur le coup de cœur. On avait Ford Fiesta, Dacia Duster et C3 Aircross de Citroën. Voilà, bon, on a déjà vendu un petit peu la mèche tout à l'heure en disant, puisque l'essai de la semaine c'était la Ford Fiesta, que c'était la Ford Fiesta qui avait été promue. C'est vrai qu'on a tenu compte quand même du tarif et des gros progrès qui ont été faits en matière à la fois d'interface homme-machine sur la voiture et puis de disponibilité en options à coût relativement réduit, toutes les dernières technologies de sécurité et d'aide à la conduite. Exactement. Alors c'est vrai que là encore, ça va passer par de l'option, mais on peut s'ajouter une quinzaine de technologies d'assistance. Et puis il y a aussi ce côté, on l'a vu, le smartphone plaît beaucoup. L'intégration du smartphone dans les voitures plaît beaucoup à tout le monde. Et donc avec Sync 3, qui est compatible Android Auto, CarPlay, et puis en plus leur système maison qui utilise des apps, ça c'était vraiment un point intéressant. Et puis Jean-Luc, je sais que vous aimez bien aussi toute la partie audio. Et là en plus on peut avoir du système 10 haut-parleurs 600 et quelques watts dans une petite Fiesta. Ah ouais, du B&O qui marche vraiment pas mal. Je l'ai testé, c'est vraiment pas mal. Ça fait péter son sonotone à Jean-Luc. C'est comment ? Non mais tout à fait. Donc voilà, Ford Fiesta effectivement gagnante de la catégorie coup de cœur. David, on connaît le prix donc de la voiture connectée de luxe. On connaît le coup de cœur. Maintenant, le prix de la voiture connectée 01net. On n'en peut plus. Exactement. Eh bien, alors on rappelle les finalistes. Oui. On avait donc Volkswagen Polo, Seat Arona avec l'arrivée d'Alexa, alors dès que ce sera disponible en France, mais ils ont déjà des véhicules à l'essai un peu ailleurs en Europe, là où ça fonctionne. Alors, juste un mot pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alexa, c'est ce système d'assistance de vocale qui a été lancé par Amazon. C'est-à-dire que vous parlez en fait soit un boîtier, soit à la voiture, et elle va comprendre ce que vous dites. Exactement. Enfin, pour ceux qui se diraient rapidement, j'ai déjà des commandes vocales dans ma voiture. Là, c'est aussi la possibilité de communiquer. Quand on a par exemple un boîtier compatible Alexa à la maison, communiquer avec sa maison et dire ouvre-moi le portail, ouvre-moi la porte de garage. Voilà. Donc quand tout ça, ça sera disponible, c'est quelque chose qui est très très prometteur. Et on avait dans le dernier véhicule la Toyota Prius hybride rechargeable avec son panneau solaire. Alors on va pas rouler au solaire, mais c'est quand même une promesse de 1000 km par an à peu près. Donc c'est pas rien, une belle techno, un panneau solaire qui servira à autre chose cette fois-ci que du simple confort. Rechargera aussi les batteries. Et donc la gagnante est la Polo, la Volkswagen Polo et la capsule Apollo. Mais pourquoi la Volkswagen Polo, les amis ? Eh ben alors cette Polo, elle a
beaucoup de technologie encore, et surtout c'est le symptôme de cette descente en gamme de la technologie avec des choses qui venaient du premium, y compris des marques premium du groupe avec Audi, avec la descente et l'intégration sur Polo de ces écrans tout numérique, un grand écran derrière le volant, un bel écran aussi au centre de la planche de bord, et là encore beaucoup d'aide à la conduite à bord de cette Polo. Ben vous avez vu la pub à la télé, François, certainement, avec ce garçon à qui il arrive que des misères, ça a dû vous rappeler un petit peu votre vie, quand il fait du vélo, du scooter, et puis d'un coup, son père monte avec lui dans la Polo, et là, il a plus d'accident. La voiture évite un piéton et freine toute seule. Voilà, bon, c'est un des exemples, mais c'est vrai que ces technologies-là, aujourd'hui, sur une voiture de la catégorie de la Polo, c'était inenvisageable il y a 10 ans encore. La voiture qui freine toute seule pour éviter un piéton, je vous aurais dit ça il y a 10 ans, et on faisait déjà cette émission, vous m'auriez dit... Vous êtes gentil, surtout sur un modèle qui va coûter aux alentours de 20 000 euros. Merci David, et encore bravo pour ces prix de la voiture connectée. Puis on se retrouvera bien sûr au pire l'année prochaine pour la nouvelle édition du prix de la voiture connectée. 01net.com. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur 01net.com ou 01net TV où on en parle aussi. À bientôt David. À bientôt, merci. Et bon couscous. Ouais. Non, je balance ce dimanche. Là, je balance tout parce que David est en train de préparer un couscous chez lui. Voilà, il faut que la France entière le sache. Il faut qu'on vienne à quelle heure, David? Vers 13h. D'accord, 13h, 13h30. Le rosé est au frais, pas de problème. D'accord, c'est pas mal. Tout à l'heure. À tout à l'heure. On accueille maintenant Martine qui est au 32-16 avec nous. Bonjour Martine. Bonjour Martine. Bonjour François, bonjour Jean-Luc, je suis très émue de vous avoir, je vous écoute tous les dimanches. Non, voilà. Ah ça fait plaisir. Vous arrivez à supporter François tous les dimanches. Non, oui, il est adorable, même le samedi. Oh, c'est gentil Martine, vous êtes adorable Martine, je vous embrasse. Voilà. Bon, merci. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Alors voilà, j'ai une Clio 2 DCI de 2004 et hier elle s'est pris un parapet, donc toute la calandre, tous les phares, il n'y a plus rien. Oui, il y a un parapet qui a traversé la route comme ça sans faire attention. Ils sont de plus en plus. Non, j'ai voulu éviter quelque chose qui est passé, c'était la nuit et donc voilà, pour éviter, j'ai bombé dedans. Donc je pense pas la faire réparer parce qu'il me semble que ça va être énorme. Il y a l'aile aussi, tout est fichu, le devant. Bon, elle roule. Mais donc moi je suis auxiliaire de vie. Donc là c'est un diesel. Donc je fume noir. Enfin bref, je ne fais que des petits trajets. En agglomération, j'habite en campagne, mais je ne fais que des petits trajets. Vous faites combien de kilomètres par jour, à peu près, Martine? 30, 40, 50, 60, ça dépend du service que j'ai à faire, mais c'est que des petits trajets, donc elle chauffe jamais, donc bref, ça fume noir. Et vous aimeriez, vous envisagez d'acheter un nouveau véhicule et vous ne savez pas trop dans quelle direction aller? Oui, une essence, ou alors j'avais vu le bioéthanol, mais je ne sais pas si c'est utilisable en ville. Mais bon. Mais moi j'ai même une autre proposition, Martine. Oui. Même si vous avez un budget plus petit, c'est de prendre une voiture électrique. Ah non. Parce que si vous faites 60 km par jour. Mais après je veux quand même aller. Vous voulez partir en vacances? Oui, voilà. Je veux aller en Espagne. D'accord, ou à Bordeaux. oui. Voilà. C'est votre unique voiture. Oui. Ah, d'accord. Bon, ça change un peu la donne. Oui, je suis seule, donc j'ai un petit budget. Je compte mettre 8 000 euros, mais pas guère plus. Sur une voiture hyper fiable, en essence ou je ne sais pas moi, voilà. Qu'est-ce que je peux vous proposer en voiture hyper fiable, en essence, sympa, qui tombera pas en panne? Une Suzuki Swift d'occasion. Ah, oui, mais c'est pas trop vieux, pas trop... Non, c'est bien, ça marche bien, c'est fiable, c'est une jolie voiture, ça ressemble un peu à une Mini, mais en beaucoup moins cher. Ça s'écrit SWIFT, voilà. Oui. Voilà. Moi, j'avais sélectionné la Volkswagen Up, parce que j'ai regardé sur l'Argus, et la Dacia. D'accord, mais alors, bon, la Up, c'est petit, quand même, hein. Oui. Voilà. Mais c'est pas très cher, et puis ça a l'air assez fiable. Et la Dacia Sandero. Alors la Up, je vous déconseille de prendre avec la boîte robotisée si vous vous laissez tenter, parce que c'est une boîte simple embrayage, assez, pas terrible à l'usage, et puis surtout avec un embrayage qui est assez fragile. Donc je vous déconseille ça. Là, une Sandero d'occasion en essence, c'est bien aussi. Vous allez trouver, avec un bon rapport fiable, avec un bon rapport prix-prestation. C'est vraiment très bien.
Parfait. Eh bien, merci Martine pour cet appel. Et faites le bon choix, n'hésitez pas. Si tout comme Martine, vous pouvez nous appeler par exemple pour dimanche prochain, on pourra vous donner quelques conseils si vous hésitez entre plusieurs modèles de véhicules. Jean-Luc, on se retrouve dimanche, on sera là. Ouais, on vous avait promis de vous parler de Top Gear France et d'aller en Afrique du Sud. Et en fait, ils ont été mangés par les éléphants carnivores d'Afrique du Sud. Mais voilà. Heureusement, Sarah Pitkowski est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour mademoiselle. Les GG du sport dans un instant sur RMC. Oui, c'est ça, comme d'habitude, à 10h. Avec au menu? Eh ben, avec un petit peu de foot, il y a un certain Lille-Marseille à 21h ce soir. Ouais. Le nom de code de ce match, le Bielsico. Ouais, le Bielsico. Et oui, Bielsa. Le problème, c'est que Bielsa, lui, n'y arrive pas du tout du côté de Lille et on se posera la question de savoir s'il a été survendu au LOSC. Les GG du sport dans un instant. Bon dimanche avec RMC et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Portez-vous bien.